On est autoritaire quand on manque d'autorité. À chaque fois qu'on donne un ordre à un enfant, chaque fois qu'on punit un enfant, c'est un aveu de perte d'autorité. C'est parce que comme on n'a pas assez d'autorité, on est obligé de monter sur nos grands chevaux et d'exercer de la force sur les enfants. Et de la Mais pression. en fait, dès qu'on utilise de la pression, tu as dit exactement le bon mot, eh bien, du coup, dès qu'on fait pression sur les enfants, ça veut dire qu'on a perdu notre autorité. Salut, bienvenue dans Confidence. Aujourd'hui, mon invité est une écrivaine, une psychothérapeute qui a écrit plus de 50 livres en France, mais dans le monde entier, ces livres pour aider les parents. On va parler de parentalité positive avec elle. Elle va nous donner plein d'idées pour nous faciliter la vie en famille aussi, sans doute. Bonjour Isabelle Filiosa. Bonjour Eric. Comment ça va ? Je vais très bien. Voilà, on passe une soirée pyjama ensemble. Oui. On va découvrir qui tu es derrière le personnage connu en France pour la parentalité positive. Alors d'ailleurs, ça a été un petit peu décrié. Souvent, il faut que tu expliques parce qu'on caricature un petit peu. Hein. Tu trouves qu'on caricature un petit peu la parentalité positive généralement ? Déjà, rien que quand on parle de la parentalité positive, c'est déjà une caricature parce que ça n'existe pas. Il n'y a pas la parentalité positive, comme si c'était une méthode spécifique. Il y a une parentalité est positive selon les scientifiques si il y a suffisamment de chaleur parentale, s'il y a suffisamment d'attention, s'il y a aussi un certain nombre d'exigences envers l'enfant, si l'enfant a des repères sur ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire. Donc c'est tout un ensemble de conditions qui fait qu'une parentalité devient positive. Et donc quand on dit la parentalité positive, c'était comme si c'était une méthode, et il y a des gens qui disent « Ah, il faut être positif tout le temps, il faut sourire tout le temps », c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Et il y a de l'autorité dans la parentalité positive, parce que souvent on caricature en disant il n'y a aucune autorité chez les parents qui sont positifs dans leur parentalité. C'est quoi ta définition en une phrase de la parentalité positive alors ? Donc de une parentalité positive, eh bien ce serait une parentalité avec énormément d'amour et de chaleur, de réponse aux besoins de l'enfant, vraiment le plus ajusté possible, et en même temps avec des exigences et surtout une saine autorité. Parce qu'en fait, il y a plus d'autorité dans une parentalité positive que dans une parentalité autoritaire. On est autoritaire quand on manque d'autorité. À chaque fois qu'on donne un ordre à un enfant, chaque fois qu'on punit un enfant, c'est un aveu de perte d'autorité. C'est parce que comme on n'a pas assez d'autorité, on est obligé de monter sur nos grands chevaux et d'exercer de la force sur les enfants. Et de la pression. Mais en fait, dès qu'on utilise de la pression, tu as dit exactement le bon mot, eh bien, du coup, dès qu'on fait pression sur les enfants, ça veut dire qu'on a perdu notre autorité. Alors on va commencer par ton enfance à toi. Elle ressemble à quoi la petite Isabelle Filiosa ? Elle est plutôt douce, plutôt excitée comme fille ? Alors de toute façon, quand même très réfléchie. Ouais. Je pensais beaucoup déjà, je posais énormément de questions. Et je m'intéressais, j'avais besoin de comprendre la vie, comprendre le monde, comprendre. Curieuse. Donc oui, très très curieuse. Je crois que c'est ma caractéristique principale. Ensuite, à l'extérieur, j'étais quand même très effacée avec les autres enfants. Par contre, avec les autres adultes, comme les autres adultes pouvaient m'apprendre des choses, j'étais plutôt à questionner, curieuse, voilà. Donc, j'interagissais assez facilement avec les adultes, un peu moins facilement avec les enfants. Si tu es psychothérapeute aujourd'hui, c'est peut-être pas complètement le hasard, parce que tes deux parents, à toi, sont psychologues. Et il y avait une raison particulière à ça. Pourquoi ils ont embrassé cette carrière de psychologue, tes parents ? Alors, ma mère voulait être médecin. Mais à l'époque, ses parents ne voulaient absolument pas qu'elle soit médecin, c'était totalement interdit. Ils voulaient bien quand même qu'elle fasse quelques études universitaires, et du coup, ma mère a transigé en disant psycho. Et donc, le papa a dit, bon, psycho, c'est un peu féminin, ça va. Du coup, il l'a laissé faire. Mais il ne s'attendait pas du tout à ce qu'elle en fasse son métier. Ouais. Et ton papa, de son côté ?
Mon père, donc tous les deux ont subi énormément de violences enfants, Ouais. et mon père a subi tellement de violences, il est parti assez tôt. Il a gagné le prix Zelidja, et c'est une bourse en fait Ouais. qui est donnée à un jeune qui va faire un voyage extraordinaire Ouais. sans argent. Et donc là, c'était donc dans les années 50, et il a fait un premier voyage en Auvergne dans un home d'enfants. Déjà, ça lui a ouvert un petit peu l'esprit. Et là, il a gagné ce voyage, ce qui lui a donné le droit de faire un deuxième voyage. Et son deuxième voyage, il a parcouru à vélo, donc sans argent, il a parcouru à vélo tout le Benelux, et il a fini par la Suisse. Et donc, pour gagner un petit peu des sous, en Suisse, par exemple, il est resté un certain temps pour être dans un home d'enfants, là aussi. Alors, home d'enfants, c'est quoi? C'est une maison d'enfants? Une maison d'enfants. Ouais, ouais. Une maison d'enfants, beaucoup d'enfants qui avaient des handicaps. Et il a découvert qu'on pouvait être gentil avec des enfants. Il a découvert qu'il pouvait y avoir des adultes chaleureux envers les enfants. Est-ce que c'est facile d'être la fille de deux parents psy? Oui, beaucoup Oui. plus facile que la fille de parents non psy, je dirais, parce qu'ils étaient attentifs, Ouais. vraiment attentifs. Ils ont fait ce cheminement, eux, de se sortir de la violence, de se guérir de ça. Ils auraient pu reproduire et ils ont fait l'inverse. Exactement. Et ils se sont reliés autour de ça. Je suis née du projet de ces deux parents d'éduquer des enfants sans aucune violence. C'est-à-dire que toi, tu n'as connu jamais une fessée, jamais une gifle pendant ton enfance, alors Non que tes seulement parents auraient pu jamais, reproduire le schéma. jamais de coups, évidemment, jamais de gifles, jamais de fessées, mais jamais de punition, jamais d'humiliation, jamais on m'a coupé la parole, jamais on a tenté de me diminuer. Et mes deux parents m'écoutaient et me faisaient percevoir que ce que je disais était intéressant, était important, avait de la valeur. Ouais. Donc ce que je disais avait de la valeur. Donc j'avais de la valeur. Ce que je ressentais avait de la valeur. Ouais. Et Ils donc étaient à on l'écoute. avait de la place, ils étaient très à l'écoute. Ouais. Oui. Parce qu'avec des parents comme ça, normalement, ça a dû être très, j'allais dire, tempéré. Alors avec mes parents, oui, mais leur crise, le mot crise n'a pas beaucoup de sens, mais j'ai quand même vécu une adolescence. Ouais. Et donc, quand même, à l'adolescence, il y a tout ce remaniement cérébral. J'étais extrêmement effacée avant l'adolescence, et au moment de l'adolescence, eh bien, c'est libéré l'humour, la parole. Je suis devenue bavarde, je suis devenue complètement une autre Isabelle. Ouais. C'était très, très spectaculaire. Au point que l'école, j'étais à l'école alsacienne, je me suis fait exclure de l'école alsacienne parce que j'étais un peu trop, Oui. un peu trop turbulente. Pas trop dans les C'était normes. quand même étonnant, alors qu'avant, j'étais la petite fille ultra soumise, sage, etc. Donc, c'est quand même une forme d'adolescence, Ouais. mais assez peu de conflits avec mes parents. Ouais. Ça m'embêtait d'ailleurs, parce que je disais à mes parents, mais empêchez-moi de sortir. Mais Parce que c'était frustrant, quoi. Moi, j'avais tous les droits, en fait. Ouais. Donc, quelque part, je ne pouvais même pas me mettre derrière l'excuse de mes parents pour ne pas aller à une soirée. et ça, Donc, ça t'a manqué, qu'on te Voilà. contraigne pas assez finalement. C'est ça. Et donc, maintenant, c'est quelque chose que je dis avec vos ados, de temps en temps, interdisez, parce que c'est important pour l'ado Pour la de construction. pouvoir. Ouais. En fait, c'est pas pour aider l'ado à dire non à ses copains. Il y a quelques fois, j'avais pas envie d'aller à une soirée, mais je n'osais pas dire non toute seule. Ouais, ok, C'était dur. je vois. Et donc, si on peut s'abriter, mes parents m'interdisent. Ouais. Cool. C'est pas ma faute. C'est pas ma faute. À quel moment tu te dis je vais faire psychothérapeute? C'est parce que tes parents t'ont un peu incité ou c'est vraiment venu de toi? Alors, c'est tout un chemin, parce qu'en fait, mon père a introduit l'analyse transactionnelle, qui est une forme de thérapie en France, et j'avais 16 ans.
et j'ai participé au tout premier stage d'analyse transactionnelle qui a eu lieu en France. En gros, c'est quoi l'analyse Et donc, transactionnelle pour les... c'est l'analyse des transactions, des relations entre les humains. Et il y a des concepts qui sont vraiment passés dans le courant, l'enfant intérieur, parent, adulte, enfant, voilà, c'est les 3 états du moi, persécuteur, victime, sauveur, tout ça, c'est des concepts qui sont rentrés dans notre culture. Grâce à l'analyse transactionnelle. Et c'est l'analyse transactionnelle, tout Ok. à fait. Donc j'ai participé avec une Américaine à ce stage, donc déjà ça m'avait intéressée, et puis, mais pas plus que ça. Et puis ensuite, j'ai eu ma voiture à 18 ans, j'ai passé mon permis, tout, et j'ai eu 3 accidents de voiture de suite. C'est ça, j'allais te dire vrai ou faux, il a fallu 3 accidents de voiture pour que tu Ouais. deviennes psychothérapeute. C'est vrai que c'est ça. venu de là. Tous les autres parents auraient dit, va reprendre des cours à l'auto-école. Pourquoi ils t'ont dit d'aller faire une psychothérapie? Je vois pas ce que les cours à l'auto-école auraient pu changer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a 3 accidents de voiture, ça veut dire qu'il y a une répétition. Un comportement répétitif, il a des raisons d'être. Et tous les 3 sont des fautes d'inattention. Ça veut dire qu'il y a une partie de moi qui n'était pas présente. Où est-ce qu'elle était? En train de travailler un problème intérieur. Donc du coup, ils m'ont proposé de faire une psychothérapie. Et je me suis dit, bah oui, pourquoi pas. Donc j'ai choisi une psychothérapie en analyse transactionnelle, évidemment. Ouais. Et là, mon psychothérapeute, s'appelait Alain, m'a accompagnée à comprendre ce qui se passait pour moi. Et en fait, j'ai découvert avec lui, il me posait des questions, etc. J'étais dans cette introspection. Déjà, ça m'a fascinée d'être dans cette introspection, de chercher à comprendre pourquoi je pensais ça, ce que j'ai ressenti, etc. Et j'ai réalisé que, en fait, j'avais donc 18 ans, un peu plus, et mon père avait toujours dit, quand tu auras 18 ans, tu partiras de la maison. Et moi, je l'avais intégré comme étant... Une obligation. Ben voilà. Et du coup, je me sentais un peu fichue dehors, j'avais peur, et je me sentais pas prête du tout à prendre mon indépendance. Donc... voilà, ces accidents de voiture disaient symboliquement que je n'étais pas prête à conduire ma propre vie, à être autonome véritablement. Allez, on revient à ton cursus. À une vingtaine d'années, tu commences à donc t'intéresser vraiment à la psychologie. Tu vas travailler en tant que psychothérapeute pendant quelques années. Et à quel moment est-ce que tu as un moment décisif ou un déclic qui va t'emmener vers la psychologie plutôt des enfants et à cette éducation positive dont on parle? Alors, c'est venu très progressivement. Déjà, j'ai écrit des livres. Le corps messager, c'est mon mémoire d'analyste transactionnelle. Donc, en tant que praticienne en analyse transactionnelle, c'était mon mémoire. Et j'ai fait mon mémoire de maîtrise en psychologie clinique à l'université sur les facteurs psychiques dans l'origine du cancer du sein. Donc, j'étais dans cette dynamique-là de comprendre, surtout en psychosomatique, cet agencement entre le psychisme et le corps. Et puis, j'ai reçu donc plein de gens en thérapie, principalement en groupe, mais aussi un peu en individuel. Et qu'est-ce qu'on fait en psychothérapie? On va chercher les traumas de l'enfance. En tout cas, moi, dans mon cursus, je fais partie de ce qu'on appelle le courant humaniste, qui pensait déjà à l'époque que les traumas étaient réels, contrairement à la psychanalyse où il disait le trauma n'a pas réellement existé, c'est l'enfant qui a désiré son parent, etc. Mais donc, dans le courant humaniste, le trauma a existé et c'est le trauma qui a bloqué quelque chose dans le développement, qui s'est même inscrit à l'intérieur du corps. Nos émotions sont bloquées, elles font des problèmes dans notre corps, des tensions. Et la thérapie, elle vise à aller retrouver ces blocages et à les dénouer. Donc, j'étais là avec mes clients à les accompagner à dénouer les nœuds qu'ils avaient faits dans leur enfance. Je dis, au bout d'un moment, il y en a marre de réparer des gens. Ouais. Peut-être on pourrait éviter d'abîmer les enfants. Donc, c'est venu un peu de ça. Et donc déjà, j'étais à l'époque une des seules psys, une des principales psys que les écoles alternatives invitaient, parce que je m'intéressais non seulement aux parents, à ce qu'on a vécu avec nos parents, mais aussi à tout ce système scolaire.
Tu as un livre qui vient d'être réédité en poche, c'est celui-ci, « Et si la punition n'était pas la solution ?» Ça, c'est un de tes best-sellers, on va dire, avec au cœur des émotions. Tu as écrit combien de livres? J'ai dit une cinquantaine tout à l'heure. Oui, c'est ça, c'est 55, quelque chose comme ça. Qui sont traduits dans le monde entier. Pas tout à fait, 28 langues. 28 langues, c'est voilà, à peine. Ces livres, ils aident énormément de parents. Mais quand on lit ce titre, on a envie de te dire, ok, tu vas chercher les traumas des enfants, etc. Mais un enfant qui fait un caprice, par exemple, si tu ne le punis pas, tu fais comment? Parce que ça, c'est ce que te disent régulièrement tes détracteurs, en disant s'il n'y a pas de punition, c'est quoi la solution? Déjà, le problème, c'est l'idée de caprice n'existe pas. L'idée de caprice n'existe pas. C'est intéressant, ouais. Le caprice, c'est quand le parent ne comprend pas les motivations de l'enfant. Et du coup, moi, ma recherche, elle a toujours été d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'enfant. Et c'est là que les neurosciences sont vraiment intéressantes, parce que maintenant, on commence à en savoir un petit peu plus sur comment ça se déroule. Ouais. Et on a trop tendance à imaginer qu'un enfant, c'est un adulte en miniature. Pas du tout. Un enfant, c'est un enfant. Et il n'a pas encore les capacités cérébrales qu'il aura plus tard. On parle d'enfant de quel âge quand tu dis un enfant, toi? Ah ben, bébé, il a un cerveau qui est en construction. Ensuite, vers 2 ans, il a déjà plein de compétences, plein de capacités. Mais les zones frontales, par exemple, sont très peu en relation avec les zones de l'impulsion. Donc, un enfant de moins de 3 ans, par exemple, n'a pas encore la capacité d'inhiber. S'il veut attraper un truc, tu vois, un nounours sur ta... Si je le vois, j'ai moins de 3 ans, je ne peux pas m'empêcher d'aller le prendre. Ouais. Tandis qu'un adulte, il se dit, je le fais pas, on réfléchit, on le fait pas toujours. Mais voilà, si toi tu penses, je te dis par exemple, ne pense pas à un zèbre qui court dans la savane. Ok, j'ai le zèbre qui court dans la savane voilà, dans la tête. Automatiquement tu le vois. Mais comme tu es un adulte, comme tu réalises tout de suite que j'ai dit ne le regarde pas, ne le vois pas, donc tu ne peux pas t'empêcher de le voir. Tu le vois, mais après tu l'effaces. Mais un enfant, il ne peut même pas l'effacer. Juste, il se dit, ah ben, on me dit de ne pas toucher le placard, ça veut dire, bon, j'ai compris, touche placard, ça j'ai bien compris, j'ai compris qu'il y avait autre chose avec, donc je souris à mon papa, à ma maman. Et je vais aller toucher le placard. Et je touche le placard. Donc, c'est intéressant de comprendre, ça n'est pas un caprice, ça n'est pas non plus que l'enfant se moque de nous, c'est que c'est comme ça que fonctionne son cerveau. Comment est-ce qu'on fait pour qu'il ne touche pas le placard? On n'interdit rien, en fait? L'interdit, c'est nous qui sommes responsables de savoir comment faire les choses. L'enfant a besoin de guidance pour savoir ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. Si je veux qu'il ne touche pas le placard, je ne vais pas lui dire « ne touche pas le placard », je vais lui dire « ce placard reste fermé ». Là, l'enfant, il comprend, il n'y a pas de souci. Okay. C'est formulé en positif, il y a une consigne, et voilà. Ce placard reste fermé, nous, on va regarder telle autre chose. Et hop, on dirige autrement son attention. Et donc, voilà, pour un enfant, si on dit à un enfant de 2 ans, on lui dit non, 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 quand on dit non à un enfant, il va à peu près à tous les coups, il va refaire ce qu'on vient de lui dire de ne pas faire. Ouais. Tandis que si on lui dit stop, il s'arrête. C'est des trucs comme ça que les parents ont besoin de comprendre et de savoir. Est-ce que c'est rattrapable à tout moment, même dans l'adolescence? Par exemple, dans le livre, tu parles de cette scène que beaucoup de profs racontent, c'est que souvent, ils passent 10% du temps à faire cours et 90% du temps à faire la police. Ça, tu l'as vécu toi-même. Est-ce que c'est possible d'inverser la tendance, même sur le tard, à 10, 12, 13 ans? Oui, alors évidemment, c'est plus compliqué si on a éduqué des enfants avec des punitions et des ordres, etc., donc dans une dynamique autoritaire depuis leur toute petite enfance. À l'adolescence, ça va être super compliqué parce qu'ils n'ont pas construit les capacités d'autorégulation et ils n'ont pas construit le sentiment de responsabilité. Donc, mes enfants ont vécu la même chose que moi. À l'école, j'étais très stupéfaite de voir que moi, j'étais tranquille.
Si le prof sortait de la salle en disant « je vais faire des photocopies », Tu me racontes ça aussi. moi je restais tranquille. Et il disait d'être sage. Moi je comprenais, ça veut dire je ne bouge pas à ma table. Mais les autres, ils comprenaient, être sage, ça voulait dire monter sur les tables et crier. Ouais. Et je ne comprenais pas. Je dis, mais c'est pas comme ça, sage. Et en fait, j'ai compris à ce moment-là, j'ai dit à mon père, mais pourquoi ils font ça les autres? Et il m'a dit, mais quand le chat n'est pas là, les souris dansent. J'avais pas pigé ça, moi, ça me paraissait bizarre. Je veux dire, à partir du moment où il y a une consigne donnée par l'adulte, eh bien, on respecte la consigne. Dans mon monde, c'était comme ça. En fait, on ne respecte pas tant l'adulte que la consigne donnée par l'adulte. C'est ça, parce qu'on a confiance et que l'autorité de l'adulte est respectable. J'ai toujours écouté ce que disaient mes parents. Quand ils me demandaient un truc, je le faisais. Pourquoi? Parce que j'avais confiance en eux et ils étaient tout le temps rigoureusement de mon côté. Et je savais qu'ils ne me mettaient pas des interdits juste pour le plaisir. Ils ne cherchaient pas à me dominer. Tandis que les enfants qui sont éduqués à l'autoritaire, dès que l'autoritarisme s'en va, dès que la figure parentale s'en va, ils font n'importe quoi. Oui. Et c'est l'idée j'essaye de faire tout ce qu'il ne faut pas. Ouais. J'étais stupéfaite de voir mon cousin et ma cousine faire tellement de bêtises. Je les regardais avec des yeux, mais je dis, mais pourquoi? Parce qu'à la maison, on leur hurlait dessus ou on leur mettait une petite fessée? Oui, ils recevaient des gifles, on leur donnait des ordres, il y avait des limites, des interdits partout. Et donc, du coup, dès qu'il y avait un interdit, ils essayaient de le franchir. Ouais. Donc, je dis, et nous, on était les 4 enfants, on regardait ça, on ne comprenait rien du tout, quoi. Mais voilà, et c'est ça que ne comprennent pas les gens, parce qu'en fait, c'est toute notre société. 81% des parents français utilisent des violences éducatives pour faire obéir leurs enfants. Ils ne réalisent pas que c'est contre-productif, en fait. Et que si on écoute l'enfant, qu'on l'accueille, qu'on l'accompagne, qu'on nourrit ses compétences, que petit à petit on lui enseigne des compétences, ça marche beaucoup, beaucoup mieux. L'enfant devient responsable, attentif, il a de l'empathie, il sait ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire, et il écoute le parent et il coopère. Ouais. Tu mets au même niveau, toi, violence verbale et violence physique? Les deux sont pour toi aussi délétères? Pas que pour moi, pour la Convention internationale des droits de l'enfant, ils sont nommés comme étant... Après, on ne peut pas dire aussi délétère, c'est tellement vaste. En fait, une violence, le même geste ou le même mot, en fonction du jour, du contexte, de l'âge de l'enfant, de la vulnérabilité de l'enfant, tout ça joue. Donc, on ne peut pas vraiment mettre une limite très forte. Ce qui est important, c'est est-ce que je fais peur à l'enfant? Est-ce qu'il a honte? Et est-ce qu'il y a un rapport comme ça de pouvoir? Je le sens bien à l'intérieur de moi en tant que parent. Est-ce que je suis là, je veux quelque chose, je suis dans une domination, ou bien est-ce que je suis dans une posture d'admiration et d'accompagnement de mon enfant? Mon père refusait le mot d'éduquer. Il disait, je n'éduque pas mes enfants, je les accompagne. Tu as parlé d'admiration aussi. Oui, ça c'est mon motto dans un de mes livres, j'ai trouvé ça, c'est admirer, c'est à la fois la posture générale d'un adulte envers l'enfant, dans toutes circonstances. Il fait un truc bizarre, je commence par admirer. Parce que... Ça peut être quoi un truc bizarre avec tes propres enfants? Parce que je pense que tu as évolué aussi grâce à tes enfants. Par exemple, il ment. Il raconte à ses copains que s'il ne fait pas ses devoirs, il va se faire tuer à la maison. Moi, je regarde, il est clair que je ne vais rien faire de tout ça. Donc, j'ai dit, tiens. Et du coup, se mettre en posture d'admirer, ça veut dire, intérieurement, je me dis, s'il fait ça, c'est qu'il a une bonne raison de le faire. Ça satisfait un besoin. Et du coup, je vais me mettre à écouter. Et donc, A, c'est pour s'accorder. On s'accorde au niveau de l'enfant. D, c'est pour décrire. Donc, d'abord, je m'accorde sur mon fils. Ensuite, je décris. J'ai dit, je t'ai entendu dire que j'allais t'assassiner si tu ne faisais pas tes devoirs. M, c'est mesurer. Donc, je vais mesurer ce qui se passe pour lui.
Donc, je lui ai dit, j'entends qu'il y a un enjeu pour toi, vraiment fort, pour que tu dises ça vis-à-vis de tes copains. Il s'est investigué, c'est chercher de l'information. Donc, je dis, mais en fait, c'est quoi ton besoin vers tes copains? Et là, il me regarde et il me dit, mais maman, tu te rends pas compte, Je suis pas comme les autres. Non, parce que les autres se font engueuler quand ils font Oui, c'est ça. Il avait besoin d'affiliation, d'être comme les autres. Et en fait, c'est humiliant d'avoir des parents sympas. On perd en statut social. Et donc, il m'a expliqué toute la dimension de comment il avait besoin, pour son statut social, de pouvoir dire que ses parents étaient durs avec lui. Il se sentait différent. Oui, Ah, ça c'est sûr. Besoin de se fondre dans la masse. Voilà. Il y a quelque chose qui est très bien décrit dans ton livre, c'est quand la souris fait la morte. Tu dis c'est pas pour amuser le chat qu'elle fait ça. Quand on crie sur un enfant, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Alors, ce qui se passe dans sa tête, c'est que ça va être les circuits de stress qui vont s'activer. Et donc, du coup, il a tendance à fermer les écoutilles. Vous avez peut-être remarqué, un peu tous les parents, que quand on crie sur un enfant, en fait, il faut crier de plus en plus fort. Quand on lui demande des choses un peu durement, il faut crier de plus en plus fort pour qu'enfin il nous entende. Et il y a tellement de parents qui me disent « mais si je crie pas, il m'écoute pas », etc. Et on s'époumonne. Mais en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que en étant dur dès le début, ce qui se passe dans l'oreille interne, donc l'oreille interne, c'est dans l'oreille moyenne, on a un petit osselet là qui s'appelle l'étrier, il tourne et on n'entend plus la voix normale. Pourquoi? Ça, c'est physique. C'est physique. Et donc, ouais, j'adore les sciences pour ça. C'est plein de petites choses qui nous permettent de... Ah, c'est pour ça que les enfants n'entendent plus rien. Oui, c'est vrai. En fait, quand on crie sur un enfant, il s'insensibilise, ça disjoncte dans son cerveau. Comme la souris. Comme la souris, elle s'immobilise et il y a vraiment une insensibilisation et il n'entend plus. Et elle n'entend plus parce que, en fait, c'est pas qu'elle n'entend plus du tout rien, mais l'oreille donc tourne un petit peu et parce que, en fait, il faut s'adapter à un danger. Le circuit de stress, c'est pour réagir face au danger. Donc, l'enfant peut attaquer ou fuir. Comme il veut ni attaquer son parent ni fuir, il reste immobile au milieu, comme ça, figé. Mais pourquoi est-ce qu'il n'entend plus? Parce que quand on était dans les temps immémoriaux, notre prédateur principal, c'était les grands félins. Et les grands félins, ils ont un feulement très rauque. Et du coup, notre oreille, quand on est sous stress, elle cherche, elle s'ouvre à écouter loin des sons rauques. Et on n'entend plus quelqu'un qui nous parle normalement ou qui crie devant nous. Okay. Voilà. Donc, étant donné qu'il n'y a plus de félins dans l'environnement, c'est pas très utile, mais voilà, le fonctionnement reste le même. Donc, quand on veut quelque chose d'un enfant, on ne se met pas face à lui pour lui hurler dessus, on se met à sa hauteur, tout doucement, on lui parle à l'oreille, et là, on a plus de chances qu'il fasse les choses. À la limite, en chuchotant, on obtient plus de choses qu'en hurlant. Pour prolonger ce qu'on disait juste avant, tu as eu un message d'une personne qui te disait « J'ai arrêté de crier sur ma fille, je lui dis je t'aime ». Alors ça paraît trop beau pour être honnête. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cette personne qui criait sur sa fille pour qu'elle arrête de crier et que ça se passe bien? Eh ben, en fait, elle m'a entendue en conférence et elle a compris plein de choses et elle a décidé d'arrêter de crier et de remettre de l'amour dans sa famille. Elle a acheté un livre et elle a commencé à lire au cœur des émotions de l'enfant et elle a compris énormément de choses. Et donc, elle m'a dit ça quand je l'ai revue lors d'une séance de signature après une conférence. Elle m'a dit « Mais vous avez sauvé ma vie, ma famille, vous m'avez appris à aimer mes enfants ». Et là, Et avant, elle donnait des fessées. Elle dit, moi, j'ai été éduquée avec des fessées, et donc je donnais des fessées. C'était l'époque où la loi n'était pas encore passée. Et donc,
voilà, son quotidien, c'était de se battre avec ses enfants. Elle dit, la vie en famille, c'était sans arrêt la dispute, la guerre, la confrontation. Et maintenant, eh bien, il y a des hauts et des bas, mais globalement, on sait qu'on s'aime, c'est affectueux, et j'ai découvert mes enfants. Voilà. Je voudrais en venir au câlin, parce que tu as influencé une assistante maternelle, je ne sais pas comment on les appelle là-bas au Canada, qui elle aussi, un jour, t'a envoyé un message. Qu'est-ce qu'il disait en gros ce message? Alors, Cathy Cloutier, elle a été bouleversée par une phrase dans un de mes livres qui est « L'amour n'est pas une récompense, c'est du carburant ». Une magnifique Et phrase. là, elle s'est dit « Ah, mais bien sûr ». Et du coup, elle s'est mise à remplir sa fille de carburant. Donc, avec cette idée de remplir le réservoir pour que sa fille puisse avoir de l'autonomie, etc. Et ça a complètement changé son quotidien. Et du coup, elle a construit des programmes qui enseignent toutes ces techniques, toutes ces façons de regarder l'enfant aux assistantes maternelles. Elle a même créé une chose assez sympa qui s'appelle la borne à câlin. Ah oui, ça c'est quoi la borne à câlin et ça sert à quoi? J'ai adoré ça. Elle m'a envoyé une borne à câlin. Donc la borne à câlin, elle s'est dit, ben voilà, pour remplir les réservoirs, c'est un grand plateau rond en bois et sur lequel il sont dessinés des empreintes de pas pour l'adulte et des empreintes de pas pour l'enfant. Et donc l'idée, c'est que adultes et enfants, avant de rentrer à la crèche ou à l'école maternelle, on s'installe sur la borne à câlin, on fait un grand câlin. Ensuite, elle s'est dit, ben, voilà, le problème des enfants, c'est d'arriver à sortir du câlin pour aller à l'école. Ouais. Donc, elle a là aussi mis en place un petit rituel. Il y a 2 petites empreintes de pouces en bas, et les 2 pouces, ça fait un petit cœur. Et donc, du coup, les 2, une fois que le câlin est fini, on se baisse et ensemble, on fait les pouces. Et comme ça veut dire que le câlin est terminé, on va à l'école. Donc on s'est rechargé, on s'est rempli, on a fait le plein de câlins et on est fort pour la journée. Et il y a même une petite fille qui retournait régulièrement à sa borne à câlins. Et c'est ça, un jour, elle me raconte ça. J'ai trouvé ça absolument merveilleux. Et ça montre bien comment c'est utile, ce genre d'objet qui ritualise des choses. Les enfants s'en servent. Et donc, un jour, une petite fille dit à sa maman, donc c'était dans une crèche, elle avait 4 ans, la petite fille, 3 ans, elle dit à sa maman, reste un petit peu plus longtemps sur la borne. Oui. Moi, je vais dans la crèche, mais toi, tu restes là avant de partir un petit peu. Donc la maman ne comprend pas trop, mais elle le fait, donc elle reste, voilà, je dis pourquoi je suis là, et bon, puis elle s'en va. Et puis, plusieurs jours de suite, la petite fille demande ça, et puis au bout de quelques jours, la maman demande à l'assistante maternelle, alors, pas à l'assistante maternelle, à la personne de la crèche, qu'est-ce qui se passe? Et la personne lui dit, c'est incroyable, votre fille... Quand c'est un peu dur pour elle en ce moment, et quand elle rencontre un moment difficile, elle demande l'autorisation d'aller sur la borne à câlin. Et là, on la voit foncer vers la borne à câlin. Elle se met du côté de l'enfant et elle ferme les yeux et on a l'impression qu'elle se recharge. Et du coup, c'est fou. Elle a demandé à maman de charger la borne. Et du coup, dans la journée, elle y va pour se recharger elle-même. C'est fabuleux comment les enfants... peuvent utiliser ces espaces. Quoi. C'est et tu incroyable. Me disais que récemment, parce qu'on l'apprend régulièrement, on nous en parle souvent, ce fameux câlin de 7 secondes, à partir de 7 secondes, 10. On fabrique... Ah, c'est à partir de 10 ? Ah, en alors fait, faites des câlins plus longs. Le câlin, il fait 20 secondes. Ouais. C'est le baiser de 10 secondes et le câlin de 20 secondes. Alors, le câlin, quand on se prend dans les bras, comme ça, c'est 20 secondes pour... 20 secondes. Pour quoi faire ? Pour que ça nous fasse du bien à la santé. Pour que l'ocytocine vienne, pour sécréter l'ocytocine, et que donc... l'hormone du bonheur ? On calme. Oui, en fait, il ne faut pas non plus être trop... On l'appelle l'hormone de l'amour. C'est l'hormone aussi qui déclenche les contractions au moment de l'accouchement. Et c'est l'hormone qui va vous faire agresser quelqu'un qui n'est pas de votre famille.
Donc, ce n'est pas forcément toujours seulement l'hormone de l'amour. Il ne faut pas être trop non plus synthétique comme ça. Une hormone, elle a toujours des tas de fonctions. Et donc, voilà, soyons un peu plus... Voilà, mais bon... Mais quand même, là, en l'occurrence, le fait de tenir comme ça va faire une sécrétion d'ocytocine qui fait qu'on se sent bien et que du coup, la colère, l'énervement, le stress vont fondre et nous permettre de nous sentir bien de nouveau. Ok, je pensais que c'était 7. Tu me dis 10 pour le baiser, 20 pour le câlin, donc ok. Voilà, c'est bon, 10 secondes, c'est le baiser. C'est un peu comme le falacoque, tu sais. Le baiser avec la langue, quand on est dans le couple un petit peu trop tendu, etc., au lieu de se disputer sur des idées sur l'éducation, autant faire un baiser de 10 secondes, ça marche très bien et l'autre est d'accord après. D'ailleurs, en parlant de gens qui t'ont écrit, il y en a qui t'ont dit « vous avez sauvé mon couple » parce que souvent, quand on règle ces problèmes d'excitation avec les enfants, on règle aussi un bon nombre de problèmes de couple. On va maintenant parler de tes voyages un peu partout dans le monde, parce qu'aujourd'hui tu es reconnu vraiment à l'international. 2 millions de livres vendus quand même, tous livres confondus de ta part. La COP30 a fait appel à toi l'année dernière. Et là, on se dit, la COP30, c'est plutôt pour le réchauffement climatique, pour lutter contre le réchauffement climatique. En quoi ta science de l'éducation des tout-petits va nous aider contre le réchauffement climatique? Jusqu'à présent, on s'est très peu occupé des enfants dans les COP. Ils n'existaient quasiment pas. Et là, moi, mon propos, c'est de dire, le réchauffement climatique, on en entend parler, mais qu'est-ce qui fait que nous ne changeons pas nos comportements? Si nous ne changeons pas nos comportements, c'est souvent parce que nous sommes dissociés. Nous ne mesurons pas l'impact de nos comportements sur notre environnement. Et finalement, ce processus de dissociation qui est lié à nos traumas, eh bien, on aurait intérêt à s'en occuper plus directement. On a besoin de changer l'enfant et de cesser d'abîmer l'enfant. Et des enfants qui ont été élevés comme moi, sans punition, sans menace, sans humiliation, n'ont pas besoin de se rebeller et ne se dissocient pas. Et on reste responsable. Donc l'idée, c'est d'éduquer des enfants qui soient en capacité de diminuer le réchauffement climatique. Des enfants qui se sentent empathiques, des enfants qui gardent leur empathie et qui se sentent responsables. Et aussi des enfants qui savent réguler leurs émotions. Parce qu'une des problématiques, c'est qu'on ne sait pas réguler les émotions. Et quand on ne sait pas réguler les émotions, eh bien, on mange n'importe quoi, on consomme de manière exagérée, on rentre dans toutes sortes d'addictions, les écrans, les trucs, les bidules, et on oublie notre réalité. Donc, c'est vraiment tout mon discours pour la COP, hein, c'est 20 minutes pour expliquer un peu comment on peut aider au développement des enfants de manière à ce qu'ils aient un corps et un mental qui leur permet de réguler leurs émotions, qu'ils soient aptes à faire ce changement climatique nécessaire. Voilà, et donc ça commence... Aptes à réduire le changement climatique. Ça commence dès la plus tendre enfance. Tu es présidente aussi de la commission des 1000 jours, les 1000 premiers jours de l'enfant, donc de 0 à 3 ans. Pourquoi c'est si important, ces 1000 jours-là? Les 1000 premiers jours, Eric, c'est vraiment les bases. C'est les fondations d'une maison. Si, quand tu construis les fondations, ça a l'air d'être rien, les fondations, c'est pas très intéressant, c'est plus intéressant d'aller mettre une petite décoration sur le toit, etc. Mais la fondation, c'est absolument nécessaire. La première année de vie, il y a 1 million de neurones par seconde qui se connectent dans le cerveau. Il y a tout le début, les muscles, tout le corps se construit, en fait. Toute cette construction de base, c'est les bases, c'est les fondations. Après, s'il y a une faille en bas dans les fondations, tu peux construire toute la maison. Un jour, peut-être à 50 ou 60 ans, il y aura une infiltration en haut, ça ira jusqu'à la faille et ça va tout faire tomber. Et donc, quelquefois, en fait, l'idée des 1000 jours, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y a des maladies qui arrivent à 50, 60 ans, 70 ans, qui en fait se sont préparées
depuis les 1000 jours. Elles ont leur base, leurs racines au moment de ces 1000 premiers jours. C'était le cas, par exemple, mon mari est décédé d'une tumeur au cerveau, d'un glioblastome, et le glioblastome, en fait, aurait son origine, parce qu'il y a encore une fois, c'est multicausal. Hein. Ouais. Donc, il y a plusieurs causes, mais une des causes, c'est le fait d'avoir eu une maman qui, pendant la période périnatale, 15 jours avant, 15 jours après la naissance, a probablement attrapé un virus. Et donc, ce virus, à ce moment-là, s'installe dans le cerveau et fait que les cellules mères sont altérées et les cellules filles de cette cellule mère ne migreront qu'à l'âge de 60 ans. Ok. Mais voilà, donc la maladie n'arrivera qu'à 60 ans, mais elle est déjà installée. Donc, là, on est sur quelque chose de cellulaire, on n'est plus sur de l'éducation dans ce cas-là. Tout, il y a de tout. Il y a de tout. Il y a énormément d'influences diverses. Et on sait aujourd'hui que les violences intrafamiliales, les violences même conjugales auxquelles peuvent être exposés un bébé, vont impacter sa génétique, son épigénétique, vont s'installer dans son corps. Donc, dans ses gènes, dans la manière dont les gènes vont s'exprimer ou ne pas s'exprimer, ce qu'on appelle l'épigénétique. Ça va aussi modifier des choses sur son microbiote, donc toute cette colonie de bactéries dans les intestins. Ça va modifier sa réactivité au stress. Donc tout impacte en fait. Et on regarde l'exposome, c'est-à-dire l'ensemble des choses auxquelles le bébé est exposé. Les 1000 jours, ça va depuis avant la conception jusqu'à l'entrée à l'école, donc c'est un peu plus que 1000 jours. Et toute cette période-là est extrêmement vulnérable. Et il y a les toxiques de l'environnement, les perturbateurs endocriniens, toute cette chimie dont on est envahi, mais il y a aussi le stress parental, l'éducation, l'attachement. Tout cela fait l'environnement dans lequel l'enfant se construit. Tu as évoqué, parce qu'on arrive à la fin de cet entretien, et je voulais qu'on en parle, c'est un autre livre qui n'a pas de rapport avec l'éducation, mais qui a beaucoup rapport avec ce que tu appelles l'intelligence émotionnelle. Tu parlais de Jean Bernard tout à l'heure, hein, ton époux. Tu l'as accompagné sur sa fin de vie, et tu as écrit un livre qui s'intitule « Jusqu'à ton dernier souffle », qui a là aussi aidé beaucoup de personnes. Qu'est-ce que tu as appris sur toi, qui maîtrisais énormément l'intelligence émotionnelle, dans cette épreuve que tu as traversée avec lui? Ce que j'ai surtout appris, c'est qu'on n'est pas tout puissant, hein, et que parfois on ne peut rien faire d'autre que juste être là, et que c'est ça qui est important. Et la maladie de mon mari, de Jean Bernard, a duré 4 mois, et pendant ces mois, eh bien, nous avons pu, parce que j'étais pas toute seule, mes 2 enfants étaient là aussi, et c'est bien tombé, ils avaient fini leurs études, ils n'avaient pas encore de métier, et donc tous les 2 ont pu être là vraiment intensément pendant plusieurs mois avec lui, à l'accompagner. On était tous les 4 vraiment en cellule familiale, et ça a été extrêmement violent. Oui, 4 mois, c'est très très court. Oui, et en même temps suffisamment long, c'est pas trop long non plus. Et voilà, c'était beaucoup d'émotions, c'était toute la recherche éperdue pour des solutions dans un premier temps. Puis, non, il n'y a plus de solution, maintenant on sait qu'il va mourir, et donc comment on se prépare à l'accompagnement, comment on se prépare à ce moment. C'est la première fois que je vivais vraiment que quelqu'un est mort devant moi, quoi. Et comment, justement, l'intelligence émotionnelle t'a aidé à accompagner ton mari et tes enfants aussi, parce que je pense qu'il faut accompagner toute la famille, là. Oui, c'est vraiment plus que... C'est vraiment oser sentir et exprimer. Et donc, ce qui était vraiment riche, c'est qu'on pouvait pleurer ensemble. Personne ne gardait rien pour lui. Oui. En même temps, on ne se balançait pas non plus les choses les uns sur les autres, mais on pouvait être là les uns pour les autres, écouter les émotions, pleurer ensemble, rire ensemble,
s'aimer, pouvaient vraiment partager à des niveaux de profondeur très importants. Et puis, après la mort, eh bien, j'ai pu hurler. Qu'est-ce qui, ouais, Parce que... Mais tu, physiquement, hurler Ah ben, hurler, ouais. oui, hurler. Ouais. Mais tu sais, quand il y avait les pleureuses avant qui hurlaient, et c'est important de pouvoir hurler. En fait, le hurlement, il dit la douleur, la douleur extrême. Parce que la mort, c'est comme un arrachement. Et on a besoin de hurler, sinon c'est trop dur, quoi. C'est vraiment... on ne peut pas seulement pleurer, et c'est trop de retenue. Et je sentais que j'avais ce besoin. Je me rappelle ma petite sœur qui voulait me prendre dans ses bras. Je lui ai dit non, ce n'est pas le moment, j'ai besoin de hurler. Et donc j'ai hurlé. Ça ne dure pas 2 heures, mais il y a besoin de sortir ce hurlement. Et après, j'avais besoin du câlin. Donc connaître ses besoins, connaître le timing, connaître l'importance de l'émotion, oui, ça nous a beaucoup aidés. Et ça, c'est l'essentiel. Tu as aidé beaucoup de gens, j'imagine, avec le livre. Là aussi, tu as eu des commentaires oui, j'ai t'ont fait chaud au cœur. Un certain nombre de témoignages. Et des témoignages aussi de gens qui me disaient au début, qui se retrouvaient dans le livre, qui trouvaient que c'était difficile. Il y en avait qui n'osaient pas le lire parce que ça parlait de la mort. Puis une fois qu'ils étaient dedans, ils disaient « Mais Isabelle, ça parle pas de la mort, ça parle de l'amour !» Je dis « Ben oui, c'est à peu près ça, t'as bien compris. » Voilà, et on retiendra aussi quelque chose, accueillir l'émotion plutôt qu'essayer de la contrôler. Oui. Ça, c'est vraiment ton mantra quelque part. Oui, ouais. Oui, parce qu'en fait, une émotion, comme on n'a pas de culture autour de ça, on ne le sait pas, mais une émotion, ça dure que quelques secondes, quelques minutes. Rarement plus de 1 à 2, 3 minutes. Donc, si on laisse vraiment l'émotion sortir, après, c'est fini, quoi. Tandis que si on la garde, là, ça peut durer toute une vie. Et ça nous plombe. Jusqu'à ton dernier souffle, en tout cas, ce livre-là, si on vous le conseille, si vous êtes en ce moment dans l'accompagnement d'une personne en fin de vie ou si vous êtes juste après le décès. Mais en tout cas, merci. On aurait pu parler encore pendant des heures, Isabelle. Juste avant de te quitter, on a une petite série de questions pour toi. Ce sont les questions de la table de chevet. Donc, je prends mes lunettes et je te pose les questions de la table de chevet. Ton rituel du soir. Avant de t'endormir, c'est lecture ou méditation? Tu as un petit rituel? Plutôt lecture. Je me lave les dents. Ensuite, je me mets au lit. Je mets ma bouillotte près de mes pieds. Donc, j'ai une bouillotte électrique, je la branche et ensuite, elle reste allumée 4 heures. Tu es un peu frileuse. Je suis très frileuse et surtout... quand on s'endort plus facilement quand on chauffe un peu les pieds, parce que du coup, ça refroidit le corps et du coup, ça permet de s'endormir plus rapidement. S'il ne devait y avoir qu'un seul livre sur ta table de chevet, ce serait lequel? Ah, ça, c'est pas possible. J'ai une pile de livres sur ma table de chevet. Et, il y en a un qui te vient à l'esprit là? En ce moment, celui de Muriel Salmona, Enrayer la fabrique des agresseurs sexuels. Ok. Donc ça, c'est un livre. Tu es restée curieuse comme enfance, comme dans l'enfance, tu es restée curieuse et tu t'intéresses en permanence au sujet psy et aux autres sujets aussi. Oui. Tu t'endors en 2 minutes ou tu cogites pendant des heures? Ah non, je m'endors en 2 minutes. Ça, c'est bien ça. Au réveil, tu te souviens de tes rêves? Non. Non? Non, rarement. Bon. Rarement. J'essaye de faire des techniques pour me souvenir de les rêves, mettre un demi-verre d'eau, tout ça. Enfin, j'ai essayé plein de trucs mais non, j'ai du mal. C'est un grand regret. Et pour finir, l'anecdote que tu n'as jamais racontée ailleurs, parce que tu en as raconté beaucoup des anecdotes sur ta vie dans les livres, dans tes conférences, mais que tu vas nous livrer quand même ici et maintenant pour la première fois. C'est un truc pas très confortable, c'est que lorsque j'étais enfant, je t'ai dit, j'allais souvent chez mes cousins-cousines, et mon cousin était un peu plus âgé que moi, et il me faisait faire des jeux sexuels. Ah. Et je n'étais pas à l'aise, mais je n'osais rien dire. Et ce que je trouve incroyable, c'est que je ne disais rien à mes parents. Alors que, parce qu'évidemment, mon cousin, c'était interdit là-bas. Et lui, il se cachait de ses parents, etc. Et je ne sais pas
comment ça se fait que je n'ai pas parlé à mes parents? Parce que mes parents m'auraient aidé, m'auraient protégé, il se serait passé quelque chose. Il y avait une vraie relation Donc, ouverte après, entre c'était vous. que des jeux, pas... mais quand même, on jouait au poker strip, on se déshabillait, etc. Il n'y avait pas Et d'attouchement on particulier. Si, il pouvait, je ne me souviens pas de tout, mais on jouait au docteur, des choses comme ça. Il avait 1 an de plus que moi. Vous aviez quel âge à peu près là? Je dirais de 6 ans jusqu'à 9 ans, quelque chose comme ça, 9-10 ans peut-être aussi, quelque chose comme ça. Et, ou peut-être plus petit quand même, je ne sais plus. Mais en tout cas, ce qui m'intriguait, du coup, je me dis, mais comment ça se fait que je n'ai pas parlé, quoi? Et pour moi, c'est un message aussi important parce que beaucoup de parents se culpabilisent. J'ai pas vu, mais en fait, on peut pas voir. Et en tant qu'enfant, même avec les parents les plus ouverts du monde, les plus à l'écoute, j'aurais voulu que mes parents me posent la question. Je suis sûre que s'ils m'avaient posé la question, j'aurais dit. Mais comme ils m'ont pas posé la question, j'ai pas osé dire. Et c'est dommage parce qu'aujourd'hui, je sais que très probablement, mon cousin avait subi de la part des prêtres à l'église, en tout cas, il était enfant de chœur, il ne voulait jamais y aller. Et je me souviens maintenant, il y a tellement un faisceau d'indices qui me montre que lui, il subissait des choses. Et donc, je suis sûre que finalement, ça aurait pu être une ouverture. Il ne m'a pas fait grand-chose, moi, mais c'était un symptôme du fait qu'il avait, lui, un sacré problème, et j'aurais vraiment aimé pouvoir le dire. Et donc, je me dis, du coup, le message que je retire de ça, c'est de vraiment demander aux enfants, quand ils ont été avec des cousins, cousines, pas seulement comment ça s'est passé, est-ce que tu as bien joué, mais à quoi vous avez joué. Et surtout, est-ce que, avec ton cousin, tu as fait quelque chose qui t'a mis inconfortable? Est-ce qu'il y a eu un jeu où tu as senti que c'était pas vraiment confortable? Ok. Merci pour ta grande sagesse, qui nous a beaucoup apaisés, j'imagine. Et si vous avez envie d'en savoir plus sur l'actualité, les projets d'Isabelle, elle en a plein. Et peut-être trouver ses livres comme celui-ci dont on a parlé tout à l'heure. Et si la punition n'était pas la solution, eh bien n'hésitez pas à aller sur son Instagram. Vous allez trouver toutes les infos. Isabelle Filiosa. Merci encore, Isabelle. Merci, Eric. C'était un vrai plaisir. Et nous, on se retrouve mercredi prochain avec de nouvelles confidences sur France TV et également sur la chaîne YouTube de France 3 PACA. À très vite, merci beaucoup.